D'être venu pour cette nouvelle édition du Café Citoyen. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Guilleneuf, à ma gauche, cofondateur et porte-parole du collectif Les Citoyens de l'Information, ex-indigné du PAF. Il s'expliquera sur le changement de terme de cette association, de ce collectif qui est né en 2011 du constat d'une dérive dans le traitement de l'information et plus généralement dans la déontologie même du métier de journaliste, même si ces derniers ne sont évidemment pas seuls en cause. C'est aussi la question de l'indépendance des médias, des conditions de travail des journalistes, de la réactivité dont ils doivent faire preuve aujourd'hui, pour ne pas dire de la précipitation à l'heure de l'information en continu, mais aussi des contre-pouvoirs enfin exercés par les citoyens que nous sommes. Donc nous avions prévu de partir d'exemples précis, de petites vidéos qui montraient différentes formes de dérive de l'information, conflits d'intérêts, course au scoop, censure éventuellement. Malheureusement, on a un problème de connexion réseau, donc on va avoir du mal, je pense, à vous présenter ces petites vidéos. Malgré tout, je vais laisser la parole à Philippe Guilleneuf, qui vous présentera les conclusions auxquelles arrive le collectif. Et c'est aussi l'intérêt de ce café citoyen ici, c'est-à-dire la nécessité de renforcer l'éducation aux médias et la création qu'il souhaite d'un conseil de presse d'initiative citoyenne et d'une instance de déontologie et de dialogue dédiée à la qualité de l'information. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Philippe Guilleneuf pour environ une petite heure. Ensuite, vous aurez l'occasion de faire une petite pause, de prendre un verre, comme c'est la tradition dans les cafés citoyens, et enfin de discuter et d'échanger avec Philippe Guilleneuf et de lui poser les questions que vous souhaitez. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe, merci Thierry, et merci à l'atelier de nous recevoir, effectivement. Et merci à vous tous d'être là. Donc pour moi, c'est un baptême des cafés citoyens, en fait. Quand on a créé les Indignés du PAF, on a fait plein de rencontres dans plein de bars et partout en France, en fait, donc en 2011. Et en fait, ça fait pile 4 ans, d'ailleurs, puisqu'on est né, et vous allez voir ça tout de suite après. Alors j'espère que vous verrez, parce que j'ai écrit petit, et en fait, on va pas bien voir, mais je vais vous dire, vous inquiétez pas, et après, ça sera écrit plus gros. En fait, pour les panneaux d'après, ils sont moins denses et ils sont écrits plus gros. Donc, en fait, ça fait pile 4 ans qu'on est apparu dans le paysage de la mobilisation citoyenne, suite à une dérive très précise d'un magazine d'information de TF1 qui s'appelle Appel d'urgence. C'était le 6 décembre 2011, enfin, en fait c'est le lendemain, le 7, puisque c'est le genre de choses que personnellement je ne regarde pas, et c'est le lendemain, en regardant le petit journal de Canal+, où ils ont expliqué ce qu'on avait vu la veille, en fait. Si vous savez à peu près ce qui s'était passé, donc c'était il y a 4 ans. Le reportage s'appelait, donc c'était un appel d'urgence consacré aux banlieues et aux difficultés dans les banlieues, enfin dans des quartiers populaires à Paris, mais je le redirai après parce qu'on va en parler après plus dans le détail des dérives. Et en fait, des images avaient été bidonnées complètement. Tout était censé être le fruit d'une enquête faite à Paris pendant 3 mois, donc en 2011. Et en fait, les images les plus violentes du reportage venaient des États-Unis. Elles dataient de 2005 et de 2008. Et donc, elles avaient strictement rien à voir avec le sujet tel qu'il était présenté. Si ce n'est que le reportage n'ayant pas donné les images que la production souhaitait sans doute et que TF1 souhaitait derrière, du coup, ils sont allés chercher des images violentes d'agression de personnes âgées par des jeunes à capuche, en fait. Et ces images, ils les ont trouvées sur le net. Et elles dataient de 2005 et 2008. Et donc, elles venaient des États-Unis. Et, enfin, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est un scandale, évidemment. Enfin, et il n'y a pas de mots, en tant que citoyen, curieux du monde, curieux de la qualité de l'information, curieux de l'autre, que de se dire, mais comment une chaîne qui est le leader européen en audiovisuel, qui s'appelle TF1, peut diffuser, alors c'était 22h30, donc une heure qui est
qui est quand même une heure de grande écoute quand même. Dans une émission qui est référencée, qui est connue, peut-elle à ce point bidonner l'information? Du coup, avec des amis, je travaille dans le monde du spectacle en fait, donc il y a beaucoup d'amis qui sont des artistes, on a créé les Indignés du PAF, qui, comme son nom l'indique en fait, c'était au moment où on parlait beaucoup des indignés, et sont là pour travailler sur tout ce qui est la qualité de l'information, la déontologie et le dialogue. Le PAF voulant dire paysage audiovisuel français. Voilà, donc ça c'était le 6 décembre 2011, diffusion d'appels d'urgence, dont j'aurais voulu qu'on voit les images, mais on ne pourra pas. Tout de suite après ça, puisque en décembre 2011, on était en année précédant l'élection présidentielle, on a fait toute une campagne qu'on a appelée On refait le 20h, comme son nom l'indique. En fait, l'idée, c'était de poser la question des JT, en fait, et c'est là qu'on a fait plein de discussions dans plein de bars et tout partout en France, et c'était super intéressant pour recueillir un petit peu les questions, les avis, les opinions, les remarques de plein de gens qui étaient aussi curieux de ce qui se passait dans les médias. Et ce qui nous avait beaucoup surpris quand on a fait cette tournée de débat, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes journalistes qui venaient, en fait, beaucoup d'étudiants en journalisme qui venaient nous voir et qui disaient à la fin, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'était assez surprenant. D'un œil comme ça, de quelqu'un qui découvrait un petit peu ces questions-là. À chaque réunion, il y avait au moins un ou deux jeunes journalistes étudiants qui venaient nous voir à la fin et qui disaient « Qu'est-ce que vous proposez ?» Et nous, c'est tout à l'heure en train de dire « Mais qu'est-ce que vous proposez vous? Parce que nous, on ne sait pas. » Et en fait, la question au final, c'est qu'est-ce qu'on peut faire donc ensemble? Parce qu'on n'est pas là pour taper sur les journalistes qui, dans la plupart des cas, font vraiment du mieux qu'ils peuvent. En fait, très clairement, les problèmes, mais on va le voir un petit peu après, se situent pas forcément au niveau du journaliste en tant que personne, ils se situent réellement au niveau des médias, du fonctionnement des médias, de la chaîne de décision de l'information et de toutes les pressions qu'éventuellement les médias subissent, qui sont des pressions d'ordre politique, d'ordre économique ou d'ordre managérial de base dans le monde des médias. Donc, c'était le 6 décembre, et donc ça fait pile 4 ans. On a donc créé les Indignés du PAF, on a fait après cette campagne, et suite à cette campagne, où on avait vraiment recueilli plein d'idées, on a fait vraiment, on a fait 20 débats dans plein de villes, et on a fait donc un tour de France, on a écrit, avec toutes les remarques, toutes les mails qu'on avait reçus, tous les échanges qu'on avait pu avoir dans les réunions, on a écrit l'appel des Indignés du PAF pour une meilleure qualité de l'information, qui était en 4 rubriques. La première, et ça nous concerne ici directement, c'était d'associer les citoyens au fonctionnement des médias via des organes de régulation qui n'existent pas pour les médias. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corporations qui ont des organes de régulation de leur corporation. En France, il n'y a rien, à part le CSA pour les médias, mais le CSA ne gère que la télévision et la radio, ne gère pas la presse écrite et ne gère pas Internet. Et en plus, il est surtout intervenant sur des problèmes techniques, il est assez peu intervenant sur des problèmes de déontologie, même s'il le fait de plus en plus, parce que de toute façon, il faut bien que quelqu'un le fasse. Puisque les élus ne le font pas beaucoup, sauf quand ça les concerne directement. Donc, associer les citoyens à la qualité de l'information par le biais des organes de régulation. Réformer structurellement le secteur, c'est le deuxième point, pour plus de transparence, d'indépendance éditoriale, politique et économique. C'est un peu quand on parlait des pressions, en fait, ça vient de là. C'est-à-dire que actuellement, on disait avec monsieur, il n'y a que 3 personnes qui possèdent les médias en France. On ne sait pas vraiment, toujours, comment est composé le capital d'un média. Enfin, on sait que la plupart du temps, ce sont des grands groupes industriels ou bancaires qui sont derrière les médias, très clairement. Il y a très très peu de médias indépendants. Il y a quand même un cas particulier et il n'y a pas de famille de médias en France, à part, et c'est un des seuls cas, Ouest France, comme je tiens à le dire, parce que c'est un cas très particulier dans le monde des médias, et c'est pas pour rien que c'est un des plus importants médias de presse papier en France. C'est vraiment une famille qui a dédié sa vie à l'information quand même. C'est pas comme un Bolloré, c'est pas comme un Drahi, c'est pas comme d'autres, comme des Lagardère ou quoi.
qui arrivent de l'armement ou qui arrivent du bâtiment, comme un peu quoi, et qui utilisent très clairement les médias comme des instruments de pouvoir, comme des instruments de pression sur le pouvoir. En fait, Ouest France est un média familial d'une famille qui s'est dédiée à l'information. Et en Allemagne, par exemple, c'est pas du tout le cas. En Allemagne, si les médias marchent bien et si les gens font confiance dans les médias, d'ailleurs, parce qu'en France, ça n'est pas le cas, en Allemagne, il y a vraiment une règle de base qui est que les actionnaires des médias sont des actionnaires de l'information. Enfin, c'est vraiment leur corps de métier de base. Alors que, donc, en France, et c'est un des gros problèmes, plus ça va et moins ça va, d'ailleurs, les médias se font acheter pour ce qu'ils représentent comme pouvoir d'action vis-à-vis de l'opinion et des politiques. En fait, et les personnes qui possèdent les médias en France aujourd'hui, et on vient de le voir avec Bolloré, ne sont pas des gens qui se soucient de la qualité de l'information, dans leur majorité. Donc repenser structurellement le secteur, repenser la politique de soutien au secteur pour favoriser le pluralisme et l'innovation, c'est que nous sommes en train de traverser donc une crise des médias qui n'est pas seulement une crise éditoriale et de confiance, c'est aussi une crise technique. C'est-à-dire qu'on bascule de médias traditionnels comme la presse écrite et la télévision ou la radio qui étaient tous séparés un peu, enfin qui étaient différents, à maintenant un monde qui est plutôt transmédiatique. C'est-à-dire qu'on retrouve la presse écrite sur le web, et sur le web, les contenus web sont de plus en plus des contenus bimédias ou trimédias, avec du son, de l'image et tout. C'est vraiment une révolution industrielle pour le monde des médias, et ça va avoir aussi des conséquences. Donc il faut quand même qu'une dynamique générale de renouvellement soit mise en œuvre et serve la qualité de l'information. Évidemment, au final, l'objectif c'est de servir la qualité de l'information et pas autre chose. Et quatrième point, qui nous concerne aussi ici directement, c'est l'éducation aux médias, puisqu'à un moment, il faut comprendre qu'un sujet, que ce soit un sujet de presse écrite ou un sujet radio ou un sujet télé, ben ça se fait, ça se construit, ça se travaille, et il y a des règles, il y a des règles de déontologie, puis il y a des règles de mise en scène et de fabrication, qui parfois sont normales, et qui, quand elles ne le sont pas normales, il faut les dénoncer. Et c'est le cas justement avec l'appel d'urgence dont on reparlera tout à l'heure. Donc c'était notre appel en fait. Et l'idée, puisque donc on est né en décembre, il y avait les présidentielles qui arrivaient derrière, c'était d'aller très très vite et fin mars, début avril, d'avoir cet appel et le soumettre à tous les candidats à la présidence de la République pour qu'ils se positionnent sur la question. Il y en a la moitié nous a soutenus et les autres ont fait la sourde oreille. Je ne donnerai pas le détail des choses, mais l'idée vraiment, c'était qu'il y ait un engagement sur la question. De toute façon, on va en parler un tout petit peu après. Tout de suite après ça, puisque dans l'appel des années du PAF, il y avait le premier point, c'était associer les citoyens aux organes de régulation, et vu que pour le monde des médias, il n'y en a pas, il y a donc le CSA seulement. On se disait, puisqu'il y avait un renouvellement de sages qui intervenaient au CSA, l'idée pouvait être de faire entrer les citoyens au CSA, pour qu'il n'y ait pas dans le CSA que des politiques ou que des professionnels de la profession, comme on dit, mais qu'il y ait aussi des citoyens. Et que les citoyens, à partir de ce moment-là, apportent un œil différent, une écoute différente. Et surtout, en fait, l'idée de ce citoyen dans le CSA, il avait pour objectif d'être le relais des citoyens. Au fond, d'être un médiateur, en fait, qui aille régulièrement partout sur le terrain, pour récolter les doléances, pour voir un petit peu ce qui allait bien, ce qui allait pas, trouver le moyen de renouer le dialogue, puisque en France, le taux de confiance dans les médias est quand même très très bas, notamment pour la radio et la télé, un peu plus pour la presse c'est mieux, mais pour les médias c'est très faible. Et tout ça, à un moment, ça peut expliquer la crise économique des médias. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à acheter de l'information s'il ne lui fait pas confiance? En fait, une des bases de la crise, elle est là. Et je le redis, on n'a pas ce point-là en Allemagne. En Allemagne, le taux de confiance dans les médias est très élevé, la voisine des 90%, vraiment. Enfin, donc et du coup, les gens achètent la presse. En France, avec un taux de défiance qui est maximal, les gens achètent de moins en moins la presse. Et c'est pas seulement une histoire de génération, c'est aussi un problème de consommation de l'information et de crédibilité de l'information. On partait de tous ces débats-là.
Donc la campagne Faites entrer les citoyens au CSA nous a amené encore à faire parler beaucoup de tout ce qui était déontologie. Et le PS, qui avait pris le pouvoir donc, s'est engagé en avril 2013 à la création d'un conseil de presse et d'une charte de déontologie unique en fait pour tous les médias. On reparlera de ce détail-là après. Mais ça, c'était en avril 2013 et nous sommes aujourd'hui en décembre 2015 et le conseil de presse n'existe toujours pas. Octobre 2014. On avait rencontré aussi tout le monde, l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs. On allait vraiment partout. Et la conclusion, justement, à laquelle on arrive, c'est qu'au final, il faut des moments comme ceux-là, qu'on partage entre nous, et qu'après, on diffuse tout autour de nous, pour qu'à un moment, parce qu'un politique ne mènera une action politique que s'il peut en tirer un certain profit, ou que s'il sent que la problématique est suffisamment... les citoyens sont suffisamment sensibles à la problématique. Du coup, il faut, quand il y a une question qui se pose, il faut vraiment la démultiplier pour qu'à un moment, le politique s'y intéresse. Puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. En octobre 2014, quand même, on a réussi à faire une proposition de loi parlementaire sur la reconnaissance juridique des rédactions, qui est quelque chose de très important pour la protection des rédactions. C'est le fait que dans les rédactions des médias, les journalistes puissent avoir des outils pour s'opposer aux pressions qu'ils subissent. Elles sont de plusieurs ordres, elles peuvent être d'ordre politique, elles peuvent être d'ordre économique, elles peuvent être d'ordre interne, en fait, par le biais de leurs actionnaires. Et en fait, dans les rédactions, à part la charte de déontologie, et les transgressions de la charte de déontologie, les journalistes n'ont aucun outil pour se défendre, en fait. Vraiment. On leur dit, si t'es pas content, tu t'en vas. Vraiment, la situation, elle est comme ça. Et du coup, ce qu'on appelle la reconnaissance juridique des rédactions, c'est permettre aux rédactions de se révolter quand il y a matière. Et il y a souvent matière, il y a de plus en plus de motions de défiance qui sont votées dans les rédactions vis-à-vis des actionnaires. Après, on a créé, puisque de toute façon, on s'appelait les indignés du PAF, mais ça faisait un peu peur à beaucoup de gens, parce qu'on est des indignés, mais des indignés gentils. On travaille sur des questions de texte, on travaille sur des questions de loi, on travaille sur des propositions. On n'est absolument pas des gens on veut révolutionner le monde, mais par les idées, comme toutes les personnes qui sont ici. Et notre nom faisait beaucoup peur. Du coup, on a changé de nom et on a créé une structure. Et donc maintenant, on s'appelle les Citoyens de l'Information, comme toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir. Et je vous en remercie. On a créé donc, il y a pile un an l'association au Conseil économique, social et environnemental. Et donc on s'est appelé les Citoyens de l'Information. On a continué donc à travailler et en mars 2015, puisqu'on a continué à aller voir du monde, parce qu'on y croyait encore un peu, mais je crois qu'en mars 2015, quand on allait au Sénat et qu'en réunion à la présidence de la commission culture, c'est le dernier point, la présidente de la commission culture du Sénat nous dit, chose qu'on nous avait déjà dit, de toute façon, vous ne pouvez pas exiger d'un média qui donne des informations qui le dérangent. À partir de ce moment-là, on sait que ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est en fait tout ce qu'on fait. Passer pour le politique dans l'état actuel des choses, en tout cas, c'est pas possible. Parce que le politique ne fera rien. Je suis désolé, on a vu plein de gens, on a fait des réunions partout, on a fait des pétitions, etc. Et ça n'a mené à rien. Il faut à un moment que le public, c'est-à-dire nous, on se saisisse démocratiquement, sagement de la question, en réagissant quand il y a des choses qui ne vont pas, en travaillant sur des propositions, c'est ce qu'on a fait et vous pourrez tout trouver sur notre site, pour que les choses évoluent et qu'à un moment le politique se saisisse de la question. On va regarder quelques petits cas. Je dis regarder, mais justement on ne va pas pouvoir les voir, mais on va en parler. Et là c'est pareil, c'est écrit petit. Les cas de pression, ce qui se passe dans le monde des médias, on disait tout à l'heure, il y a des industriels qui possèdent les médias, mais il y a aussi les banques, et notamment une qui s'appelle le Crédit Mutuel, qui possède quasiment toute la PQR, donc la presse quotidienne régionale, de tout l'Est de la France. Elle est aux mains du Crédit Mutuel.
dont le patron s'appelle Monsieur Lucas. Et Monsieur Lucas est un très grand ami de Monsieur Bolloré. Et quand Canal, plus que Vincent Bolloré vient de racheter, a voulu faire une enquête sur le Crédit Mutuel, et bien Bolloré il a dit non. Et du coup, le reportage n'est pas passé. Mais heureusement, on a le Crédit Mutuel CIC a très bonne réputation. Parmi ses valeurs, le partage, la solidarité et l'exemplarité. Mais selon nos informations, le groupe bancaire aurait mis en place depuis la fin des années 90 plusieurs systèmes présumés d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent au profit de ses riches clients. Après les affaires UBS et HSBC, c'est la première fois qu'une banque française est prise dans la tourmente. La justice s'est saisie de l'affaire en France et à Monaco. Vous allez découvrir dans ce reportage des pièces à conviction stupéfiantes, comme des témoignages d'anciens salariés, des enregistrements ou encore des documents qui n'auraient jamais dû voir le jour. Évasion fiscale, enquête sur le Crédit Mutuel, un document de Nicolas Vescovaci et Geoffrey Livoli. C'est important et de ne pas avoir peur de déranger. Donc ça, c'était avec Canal+, et le Crédit Mutuel. Mais il s'est passé la même chose pas très longtemps avant avec le quotidien L'Alsace, qui lui aussi devait faire une enquête sur les modes de crédit, en fait, et mentionner le Crédit Mutuel. Et de la même manière, donc on passe de la télé à la presse écrite, l'article au final n'est pas paru. Parce que l'actionnaire a demandé à ce qu'il ne paraisse pas. L'affaire Volkswagen, elle est toute récente. Et c'est un autre type de biais. C'est un autre type de manière de faire pression. C'est de faire pression par l'économique. Vous savez tous le scandale qui touche Volkswagen actuellement sur le trucage des émissions diesel, des émissions des véhicules de gaz. Et en fait, Volkswagen avait, pile au moment où le scandale a éclaté, Volkswagen avait une énorme campagne de pub qui était prévue. Donc, le dilemme pour les médias, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait. Le dilemme pour le constructeur d'abord, c'était un télescopage qui était très violent, entre l'actualité et la campagne, qui justement parlait des mensonges des vendeurs, entre parenthèses, des autres. C'est un truc assez dingue. Des autres constructeurs. Et en fait, Volkswagen a fait pression sur les médias en disant, pendant les 3 jours de la campagne, vous suspendez toutes les critiques sur... toute information concernant le scandale. Pendant la campagne, vous suspendez tout. Certains médias ont accepté, d'autres ont refusé, évidemment, dans le cas de la séparation absolue entre la rédaction et la publicité. Mais c'est souvent pas le cas, et ça n'a pas été le cas partout, d'ailleurs. Donc là, c'est la pression par l'économique, en fait, puisque le monde des médias étant en crise, la publicité, puisque le public n'est pas le premier financeur des médias, mais la publicité ou les subventions, du coup, par le biais de la publicité, il y a aussi le moyen de faire pression. Après, on a un autre exemple qui est différent, qui est politique. C'est sur un JT de France 2, au moment du drame de Sivens, quand le jeune militant a été assassiné, tué. Donc, il y avait une agricultrice bio qui prenait la parole dans un JT et qui défendait à fond le barrage. En fait, chose qu'on ne savait pas, enfin en tout cas ça n'a pas été dit à l'antenne, cette agricultrice elle-même était présentée comme favorable au barrage, mais pour des raisons liées à l'agriculture, évidemment. En fait, elle était élue d'une commune du quartier, elle était directrice adjointe des services techniques et elle était partie prenante dans l'appel d'offres en fait, du barrage. Et en plus, elle était donc dans une association qui de toute façon militait pour le barrage. Ah, elle a le droit. Évidemment, elle a le droit. Enfin, elle a le droit d'être élue, elle a le droit de tout ça, d'être élue et en même temps d'avoir le droit de donner son avis sur l'appel d'offres, c'est une autre question, mais ça n'a pas le droit. Mais en tout cas, elle a le droit d'avoir toutes les opinions qu'elle veut, sauf que quand un média, sur un sujet comme celui-là, donne la parole à quelqu'un, sur un sujet aussi sensible que celui-là, il doit d'une manière évidente faire la carte de visite de la personne pour qu'on puisse avoir les éléments pour juger. Donc on est passé des pressions économiques, des actionnaires en pression économique par la publicité, là à une rupture de déontologie de l'information sur la politique. Là, ça, un autre cas derrière, c'est l'AFP qui annonce par erreur la mort de Martin Bouygues. Alors ça,
C'était absolument énorme, en fait. Et là, on est dans la course au scoop, tout simplement. En fait, c'est le journaliste qui était de permanence au bureau de l'AFP ce jour-là, qui entend parler d'une rumeur comme quoi Martin Bouygues, comme quoi Martin Bouygues est peut-être mort. Et en fait, il appelle la mairie, il tombe sur le maire qui lui dit « Ah oui, monsieur Martin, oui, je le connaissais bien et il est mort. » Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Et le journaliste s'est dit « Ah bah tiens, il appelle Martin Bouygues, bah, ça doit être comme ça parce que c'est un village. » Enfin voilà, je fais un peu des raccourcis, chose que je ne devrais pas faire, mais si il m'a dit que monsieur Martin était mort, bah, monsieur Martin c'est Martin Bouygues. En fait non, c'était pas Martin Bouygues, c'était monsieur Martin. Et voilà. Et du coup, la dépêche est sortie, et c'est une énorme erreur, mais ce qui est très... Enfin, c'est pas drôle, en fait. Enfin, vu qu'il n'est pas mort, on peut rigoler. Le site Métro, que vous connaissez, donc de Métro News, en fait, le site web, qui est aussi un journal papier, a repris la dépêche. Alors que Métro appartient à Bouygues, en fait. Comme quoi la vérification de l'information, quand on a la course à l'audience et à la course au scoop, ça ne marche pas vraiment. Alors ça, en fait, j'avais prévu de terminer par ça au départ, donc c'est pour ça que j'avais mis autre cas. Je vais en parler rapidement. C'est suite aux attentats, ce qui s'est passé avec le petit journal, qui a fait une enquête en 2 temps. Une enquête sur quelque chose qui déontologiquement est absolument interdit dans le monde des médias, c'est qu'on n'achète pas une information. Un journaliste, il va la chercher, et par tous les moyens, il passe des coups de fil, il rencontre du monde, mais il ne paye pas pour une information. Et vous savez que suite au drame du 13 novembre, il y a eu plein de films qui étaient faits avec des téléphones mobiles qui ont été vendus aux médias étrangers notamment, mais aussi aux médias français. Et ça, c'est une réalité. Et il y a eu cette histoire de la pizzeria avec les images de la vidéosurveillance. Et là, on est sur un terrain qui est extrêmement glissant, puisque c'est un journaliste indépendant qui a fait un reportage sur la tractation entre le restaurateur et le média britannique, sur la vente des images. Vous savez que la situation est très complexe, c'est-à-dire que le restaurateur porte plainte, en fait contre le journal parce qu'il dit que c'est pas vrai. D'une manière évidente, toutes les images montrent qu'en fait il ment. Il était au courant de la transaction, qu'il a tout vu, sauf que quelque chose est dans l'ombre et c'est dans certaines images mais qui n'ont pas été diffusées. En fait, très clairement, le journaliste indépendant qui a fait le sujet est directement intervenu dans la négociation. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement le témoin qui filmait en caméra masquée, chose qui déontologiquement est très limite, en fait, qui peut se faire que quand on ne peut pas du tout faire autrement, mais qui, d'une manière claire, il est intervenu en poussant au crime. En fait, en poussant le restaurateur au crime. Puisqu'à un moment, il voulait abandonner, en fait, en disant non, ça sera trop compliqué, puis je le sens pas. Et il a dit si, faites-le. Parce qu'en fait, il y avait un problème de cryptage des images, et pour pouvoir vendre les images, il fallait les décrypter, en fait. Du coup, le restaurateur, vu que c'était très compliqué, il a dit j'abandonne. Mais moi-même, je suis limite au niveau de déontologie, parce que j'ai vu ça dans un journal, je ne sais plus si c'est l'Obs ou... c'est dans un média qui est censé vérifier ces informations. Et en fait, très clairement, le journaliste indépendant en question est intervenu dans la fabrication de l'information, mais dans la négociation et dans la manière dont les choses se sont passées. Chose qui est absolument scandaleux, de la même manière. Le restaurateur, il a voulu à un moment faire cette tractation qui n'est pas normale, il voulait faire marche arrière, le journaliste n'avait pas à l'encourager, au final, à aller au bout, surtout qu'il avait pour objectif de faire un sujet sur le sujet. Enfin, c'est quelque chose de... Et là, on est dans des dérives de l'information qui malheureusement nous guettent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a la course au scoop et qu'il y a, vu que le monde des médias n'est pas vraiment régulé, et c'est évidemment nous on souhaite qu'il le soit, il se passe plein de choses, il y a plein de francs-tireurs de l'information
qui, sous prétexte qu'ils se sentent un petit peu des justiciers de l'information, se permettent un peu n'importe quoi. Et ça, évidemment, non. Mais nous, les citoyens, on est coupables de ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait réellement, et c'est très bien qu'on en parle, on va en reparler après tous ensemble, il faut quand même réellement qu'on soit très attentifs nous-mêmes à la qualité de l'information. Mais vous allez voir, ça sera à la fin. Donc ça, c'était le cas du petit journal. Alors, ça, c'est un cas assez particulier qui nous concerne directement. Et c'est un clin d'œil un petit peu parce qu'on est entre deux tours, bon, c'est pas grave. Et c'est pas pour parler politique au fond. Mais quand il y a eu le projet de regroupement des régions, en fait, donc c'était il y a un an et demi, en fait, vous avez sans doute vu, c'était, il me semble, un lundi, en milieu d'après-midi, dans Ouest France, sur le site de Ouest France, l'information sortir que Pays de Loire va fusionner avec Poitou-Charentes. Qui l'avait vu cette information? Donc on est en fait assez peu quand même... Et cette information avait semé un tollé sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle s'avère être fausse, puisque c'est sorti dans l'après-midi. Ça émanait directement, et c'est pour ça qu'on va en parler, ça émanait directement du Conseil régional de Pays de Loire, ça émanait directement du cabinet d'Oxiette, qui était pour le rapprochement avec Poitou-Charentes. Mais en fait, et si vous avez vu le documentaire sur Jean-Marc Ayrault fait par sa fille, il n'y a pas très longtemps, il en parle à un moment. En fait, il se révolte, voilà. Et en fait, quand l'information est sortie que c'est arrivé, on s'est dit c'est quand même très étrange. Et effectivement, le documentaire de la fille Ayrault le montre de manière très claire. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'est le cabinet d'Oxiette qui a fait passer l'information à Ouest France. Et Ouest France ne l'a pas complètement vérifié, mais n'a pas attendu, en fait, parce que c'était un scoop tellement énorme, évidemment, que du coup, ils n'ont pas attendu, qu'ils ont sorti l'information, que tout le monde l'a repris derrière, mais pas très longtemps, parce que de toute façon, elle a été infirmée de soir, mais en prenant énormément de gants, en fait, et c'est ce que je mets là, donc France TV Info, qui cite François Hollande envisage une fusion entre les régions Pays de Loire et Poitou-Charentes, selon Jacques Oxiette, en précisant clairement, en fait, le président du Conseil régional des Pays de Loire, lundi 2 juin. Il confirme une information révélée par Ouest France, en fait. Voilà. Et sur Le Monde, de la même manière, Le Monde avait pris énormément de gants pour se protéger, en fait, parce qu'il disait c'est quand même assez étrange. Et effectivement, le soir, l'information a été invalidée. Mais vous allez voir, il y en aura pour tout le monde aussi à la fin. Je ne suis pas aidé. Donc, on est dans la connivence. On est dans la connivence. On est dans la proximité entre une instance politique locale qui est donc proche des médias, qui passe un coup de fil, qui donne une information, et le média, en l'occurrence, ne la vérifie pas. En tout cas, ne la vérifie pas suffisamment. Parce que quand ils ont sorti l'information, je me souviens parce que je l'avais vu, et je sais que j'avais bondi, en fait, c'était pas inconditionnel, en fait, quand Ouest France l'a sorti. Alors que tous les autres médias ont mis des bémols. Voilà. Et donc, on revient. Mais donc ça, je voulais vous le montrer à ce moment-là, mais donc malheureusement, c'est pas possible. On revient à cette histoire d'appel d'urgence où on est. Là, on a fait donc différents types de cas. On a fait des cas de pression économique, de pression politique ou on a fait des cas de pression d'actionnaires en fait. Et il y a le cas qui est le plus grave, qui est le cas du bidonnage, en fait. Et c'est à cause d'un bidonnage précis, donc, qu'on est né. Le reportage s'appelait donc Vol, agression, brigade d'élite contre les jeunes délinquants. 3 mois d'enquête à Paris en 2011. J'ai dit banlieue tout à l'heure, mais c'était Paris même dans le 11e d'ailleurs. 3 mois d'enquête à Paris en 2011, sauf que les séquences d'agression ne s'étaient pas déroulées à Paris, les séquences d'agression les plus violentes. Mais elles s'étaient déroulées donc en 2005 et en 2008 aux États-Unis. C'est ça qui nous a fait bondir. Mais ce qui nous a fait bondir aussi, c'est que les autres journalistes ne se sont pas manifestés. C'est quand même, pour la profession,
c'est un scandale. Et d'une manière qui nous semble naïvement normale, la profession aurait dû se lever et dire que c'était un scandale, mais personne ne s'est levé. À part le petit journal, parce que c'est eux qui l'ont quand même, c'est eux qui l'ont révélé, mais derrière, personne ne l'a repris. Et nous, on a pris un avocat, en fait, pour porter l'affaire, pour aller au CSA. On allait au CSA. À ce moment-là, c'était Rachid Arabe qui s'occupait des questions de déontologie. Et on était deux, en fait. Et il a voulu me foutre à la porte. Parce qu'à un moment, je lui dis que c'était pas normal que le CSA ce soit pas... il m'a dit, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous sortez. Je suis quelqu'un... Non. Mais on pourrait écrire tellement de choses sur tout ce qui s'est passé, parce que TF1, même suite à ça, suite à une autre affaire, m'a fait virer par les gardes du corps de la tour, en fait. Alors que je venais juste dire bonjour, mais enfin pas ça. C'était pour une autre histoire, quand Claire Chazal, qui multipliait les boulettes, à la fin c'était un peu calme, mais avait dit texto, toujours en parlant de l'étranger, c'était un vendredi soir, dans son JT, elle dit, toujours en parlant de l'étranger, Johnny Hallyday vient de sortir de l'hôpital de Fort-de-France. Texto, il dit ça. J'ai de la famille en Guadeloupe et en Martinique, et j'ai plein d'amis en Martinique. Enfin, j'ai plein d'amis en créole, en fait. Ils m'ont envoyé, parce qu'ils savaient ce que je faisais, en fait. Moi, je ne l'avais pas vu. Ils m'ont envoyé un mail, tout sur un texto, je crois, c'est par texto. T'as vu ce qu'elle vient de dire, Claire Chazal? Et donc après, voilà. J'ai saisi la médiatrice de TF1, qui me connaissait très très bien à force, mais qui ne veut plus me parler maintenant. Et donc ils m'ont foutu, j'étais à Paris le lundi, parce que j'étais en réunion à France Télévisions le matin, et tout de suite après, j'appelle la médiatrice de TF1 en disant je suis dans les parages, est-ce que je peux passer? Elle me raccroche au nez, et j'y vais quand même, ils m'ont foutu à la porte. Je suis à 1m60, c'était dingue en fait. Donc, pour revenir à l'appel d'urgence, donc le CSA au final, et c'est pour ça que Rachid Arabe a voulu me foutre à la porte, ils ont simplement fait une mise en garde ferme à TF1, mais ça n'est qu'un avertissement, ça n'est pas une sanction. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu prendre la décision d'interdire l'émission d'antenne, par exemple. Par exemple, ils auraient très bien pu éventuellement faire une amende à avoir. Mais sur ce type de cas, qui est comme un bidonnage caractérisé et grave, puisqu'on est dans la stigmatisation d'une population fragile et stigmatisée, sur-stigmatisée, on va en parler, ça va être les épisodes d'après, de toute façon vous allez voir, c'est à la fois en termes de citoyenneté et d'information, enfin en termes d'information c'est inadmissible, mais en termes de répercussions citoyennes, c'est extrêmement grave, parce qu'on est dans la fabrication d'un imaginaire, en fait, qui peut s'appuyer parfois sur des faits réels. Je sais très bien que tout n'est pas rose, en fait. Mais justement, ça va être la dernière étape, vous allez voir justement. Et juste, je vais faire un petit aparté par rapport à ça. C'est que en tant que citoyen, on peut qu'être choqué. En tant qu'amoureux d'information, on peut qu'être choqué, parce que c'est un bidonnage. Et donc, en tant que citoyen, en tant que personne humaine, on ne peut qu'être choqué. Et j'ai eu une fois une discussion sur ce sujet-là précis avec un ex-rédacteur en chef de Ouest France, du Monde et de Ouest France. En fait. Il a commencé à Ouest France, il a terminé au Monde. En fait. Et on parlait des différents cas sur lesquels on travaillait. Et pas très longtemps après cette affaire-là, il y a eu l'affaire du loup au JT de France 2. Alors, pour ceux qui ont suivi cette affaire-là, c'était un JT animé par Marie Drucker, où elle lance un sujet en disant le loup rôde autour de Rome, en Italie. En fait, c'était un bidonnage de la même manière. En fait, c'était quelqu'un qui avait chopé des images sur Internet d'un loup qui traînait dans les rues, enfin dans la campagne, c'était dans la campagne de Rome. Et en fait, c'était un bidonnage complet. Et Marie Drucker lance le sujet, ils se sont excusés d'ailleurs après, et c'était un bidonnage. Et je parle donc, c'était un an après, avec ce rédacteur en chef, et il me dit, mais la question du loup, elle est beaucoup plus grave que ton histoire de jeune à capuche. Je dis, mais ah bon, parce que le loup, il va être vexé dans son fort intérieur qu'on ait assimilé les loups à des prédateurs, etc. Tout ça. Et le jeune à capuche,
mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Voilà. Enfin, de toute façon, on va terminer là-dessus. Donc, mise en scène de l'information, on est sur un autre cas qui concerne, parce que les pires quand même, c'est les magazines d'information. Les JT, il y a des dérives, il y en a régulièrement, et les pires, c'est les magazines d'information. Donc zone interdite, clandestin, il traverse l'enfer pour vivre en France, et c'est dommage parce que c'est vraiment celle-là que je voulais vous montrer. C'est la bande-annonce de l'émission, elle est absolument terrifiante. Je veux aller en Europe. Ici, je suis en danger. J'ai des problèmes avec les talibans. À Paris, ils aspergent la ville de parfum. C'est ce qu'on m'a dit. Il reste combien de montagnes à traverser? Tout ça. Combien de chances on a d'arriver là-bas? 5% de chance. 5%, pas plus. Et ils décrivent la traversée comme étant quelque chose de surhumain, comme ce qui est vrai. Enfin, attention, là, ils décrivent la réalité, c'est-à-dire la réalité de la douleur, en fait, la douleur profonde. Et en fait, on apprend que pour ce zone interdite-là, qui était réalisée par une société de production qui s'appelle Tony Committee, qui fait beaucoup d'erreurs, en fait, qui fait beaucoup de choses inadmissibles. En fait, ils étaient allés chercher des clandestins qu'ils avaient payés ils avaient payé la traversée à ces clandestins-là, qui ne voulaient pas forcément partir d'ailleurs, et quand ils sont arrivés à Paris, ils avaient lâché les gars dans la nature, en fait. Ils étaient 3 Africains, sans les aider rien. Et donc, on est dans la fabrication d'informations à un degré d'inhumanité qui est très profond, parce que, et en plus, le sujet a été diffusé pas très longtemps après le drame de Lampedusa. Enfin, je trouve ça ignoble, en fait, de jongler à ce point-là sur la misère des gens pour produire des émissions bidons. Donc zone interdite, clandestins, ils traversent l'enfer pour venir vivre en France. Et bien donc en fait, les clandestins, ils avaient été payés par la production. Voilà. Et ils ont été lâchés dans la nature en France. Fabrication d'un univers mental. Ça, vous voyez toutes ces couvertures, je pense que vous les connaissez par cœur parce que vous les croisez du regard. On est dans la fabrication d'un univers mental sur certains sujets. Et sur celui-là en particulier, je ne détaillerai pas le sujet. Puisqu'on en arrive à un cas justement qui pour moi est symptomatique des choses, c'est le cas d'un journal télévisé de LCI suite au... Je suis désolé, c'est écrit tout petit. Suite au drame de Lampedusa, d'ailleurs. Donc, reprenez bien le fil de tout ce qu'on a dit. On a parlé d'appel d'urgence avec ce bidonnage. On a parlé de ces clandestins qui étaient payés, en fait, pour faire des voyages. Là, on parle du travail des journalistes. On vient de voir toute cette série de couvertures, en fait. Arrive le drame de Lampedusa, qui était un drame. Il y a eu 550 morts en tout, parce qu'il y a eu plusieurs bateaux. Un journaliste de LCI prend l'antenne pour annoncer, c'était la visite de Enrico Letta et Romano Prodi sur l'île de Lampedusa, si vous vous souvenez de ce passage-là. Et il y avait des habitants de l'île qui les ont accueillis avec des panneaux, des pancartes, c'était marqué Fuori, qui en italien veut dire dehors. En fait, le journaliste de LCI prend l'antenne, il découvrait le sujet, et il dit les habitants exaspérés poussent un coup de colère, et après il le dit, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais contre les migrants en fait, parce qu'ils sont ils sont donc exaspérés des migrants, de la présence des migrants, mais que ce coup de colère est contre les migrants, alors qu'en fait, et que donc les habitants, si on en croit le journaliste, profitaient de la présence de Prodi et de l'État pour en gros pousser un coup de gueule en disant aidez-nous. En fait, oui, effectivement, il disait aidez-nous, mais il disait pas aidez-nous dans ce sens-là, il disait aidez-nous tous,
Aidez-nous, aidez-les, aidez-nous. Mettez plus d'humanité dans votre politique. Faites quelque chose pour que ces drames n'arrivent pas, mais faites quelque chose pour les aider, en fait. Le Fuori, il n'était pas Fuori aux migrants, le Fuori, il était destiné à l'État et à Prodi. Dehors, c'était dehors l'Europe, c'était pas dehors les migrants. Très clairement. Et donc, à l'antenne, le journaliste d'LCI balance le sujet de cette manière-là, en faisant donc un contresens fondamental qui, d'une manière claire, je pense que vous l'avez compris, est le fruit de tout un processus général où, à un moment, d'une part, on n'a pas forcément le temps de toute façon de vérifier les informations, ça malheureusement, mais qu'à un moment, on est pris dans un univers mental où, à un moment, les vérités qu'on se fabrique deviennent des réalités, alors que ce ne sont pas des vérités. Voilà. Et ça, c'est très grave. Dans la rédaction, on est souvent en tension. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est l'autocensure, en fait. Mais l'autocensure, c'est un peu la conclusion de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, un journaliste dans un média, il sait ce qu'il va pouvoir faire passer par sa rédaction ou pas. Parce que, alors là, il faut que je détaille un peu. Dans la rédaction, il y a les journalistes et il y a les responsables de rédaction. Le rédacteur en chef et le directeur de rédaction. Et ce n'est pas du tout le même univers, en fait. Quand j'ai dit que les journalistes faisaient bien leur boulot, je parlais des journalistes. Qui très clairement, dans la majorité des cas, sont profondément attristés de la situation des médias, au niveau professionnel, et pas seulement parce qu'ils sont en précarité, mais fondamentalement parce que leur métier, et les gens ne croient pas les médias, ils se font agresser, et puis il y a un moment quand on peut regarder, c'est clair, c'est très clair, et les gens qui le regardent sont très attachés à lui, parce qu'il dit, il fait son JT d'une manière extrêmement intelligente. En fait, il fait son JT pour plaire. Il ne le fait pas pour informer. En fait, il le fait pour plaire. Même s'il y a de l'information partie dedans, mais l'information, la part d'information, elle est ridicule hein, par rapport au tout ce qui est sujet de société ou autre, qui sont quand même... Et donc c'est là que, à un moment, il faut que nous, on se prenne en main. Parce que je ne remets pas en doute la validité du sondage. Objectivement, je pense que oui, c'est le journaliste JT préféré des Français. Enfin, de ceux qui regardent la télévision. Et qui regardent TF1. Enfin, non, mais de tous ceux qui regardent la télévision. Quand même. Mais je pense que c'est quand même une réalité. Et donc, c'est à nous. C'est à nous de reprendre réellement notre information en main. Il faut qu'on pousse les politiques à tout faire pour garantir l'indépendance des rédactions. Parce qu'il faut que les pressions dont sont victimes les journalistes, il faut impérativement les protéger de ça. Voilà. Moi, c'est un peu une des conclusions à laquelle on arrive. C'est-à-dire que c'est facile de dire à un journaliste, mais de taper sur les médias. Mais il y a taper sur les médias et taper sur les journalistes, et c'est pas du tout la même chose, en fait. Donc les citoyens doivent impérativement reprendre en main leur information, pousser les politiques à tout faire pour garantir l'indépendance des rédactions, parce que c'est ça qui permettra aux journalistes de faire leur travail. Pour ça, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est une charte de déontologie unique et contraignante. C'est-à-dire qu'en France, il y a des chartes de déontologie de l'information qui existent, mais il y en a presque une par média. Il y en a une qui est référente, c'est celle de Munich, qui date de 1971, et celle du SNJ, qui date de 2014. En fait, elles sont un peu référentes. Sauf qu'elles sont affichées nulle part, et que de toute façon, elles n'ont aucune valeur contraignante. C'est-à-dire que ce ne sont que des morceaux de papier qu'on affiche ou pas dans les bureaux, et que de toute façon, on ne se sent aucune obligation à respecter. Alors que c'est la base du métier. La base du métier, c'est de vérifier l'information, c'est de la recouper. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vérifiée, il faut toujours avoir 2 sources différentes pour une information, et 2 sources qui ne sont pas liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que si les 2 sources différentes sont liées par un intérêt, évidemment, ils vont avoir le même intérêt à faire circuler la même information. Il faut que les 2 sources soient d'univers complètement différents pour être sûr que l'information est réelle. Voilà. Je ne vais pas détailler plus que ça. Donc vérifier, recouper, et évidemment, ce qui serait normal, mais c'est dans les chartes de déontologie, c'est de corriger quand on fait une erreur. Et ça, les médias le font extrêmement rarement. Ils le font sur TF1, par exemple, quand, je ne sais pas si vous avez regardé, quand le pape François a pris son
comment on dit, le pouvoir, enfin quand il ne devait pas, le JTTF1 traduisait en direct le paternoster, et c'était une catastrophe. La personne qui traduisait ne comprenait strictement rien. Elle était là, notre Père qui est dans le ciel, enfin c'était un truc absolument. Et le lendemain ils sont excusés. TF1 s'est excusé. Mais là, ça fait réfléchir sur les raisons qui poussent éventuellement un média à s'excuser ou pas. Parce que, évidemment, est-ce que c'est plus important que l'histoire des jeunes à capuche qu'au final on dit c'est eux ou c'est pas eux? Par contre, ils se sont jamais excusés pour ça. Le journalisme est un métier difficile. Vraiment. Et de plus en plus difficile. Parce que pour avoir accès à l'information, c'est difficile. Et c'est notamment difficile sur le terrain du politique et de l'économie. Du politique, parce que de toute façon, maintenant, on ne place plus que par les cabinets. Les élus eux-mêmes prennent très rarement la parole sans avoir été aiguillés par le cabinet. La parole libre des politiques est quasiment inexistante, sauf sur des broutilles, sur des fêtes de quartier ou des choses comme ça. Mais la parole libre des politiques n'existe pas. Tout passe par les cabinets ou les chargés de com, de toute façon. Et donc, pour un journaliste, c'est extrêmement difficile d'avoir une information brute. En fait, elle passe par la com, et qui dit passer par la com, du coup, ça veut dire que c'est plus de l'information. C'est le chat qui se réveille. C'est le signe de la fin de la crise, ils m'ont fini. Donc, c'est la même chose pour l'économie. C'est-à-dire que tout est géré par la com, de toute façon. Et qu'à partir de ce moment-là, qui dit communication dit ce n'est pas de l'information. Parce qu'on en revient à ce que nous a dit la présidente de la commission culture du Sénat. Comment voulez-vous demander à des gens de publier des informations qui les dérangent, en fait? L'information, c'est ça. L'information, c'est la vérité. La vérité. S'approcher de la vérité, parce que c'est compliqué. Dans tous les cas, c'est pas forcément servir ses propres intérêts. Et la dérive des médias, elle va vers là. Et on en déduit cette dernière phrase. Un média n'est pas là pour donner son avis, mais pour permettre aux citoyens de se faire le leur, en les informant de la manière la plus complète et la plus honnête possible sur l'état du monde. Ça c'est théorique. Sauf que, je reviens à tout. Le journaliste préféré des Français, c'est quand même Jean-Pierre Pernaut, donc ça pose question. Donc il faut qu'on se remette nous-mêmes en question. Même si, et vous l'avez compris, l'idée c'est de pousser les médias à se remettre en question, c'est clair. Mais il faut que nous-mêmes on se remette en question. Et je reviens au tout début. Quand on nous dit, vous ne pouvez pas exiger d'un média qui donne des informations qui dérangent, tout le problème est là. Puisque justement, il ne faudrait pas qu'il hésite à le faire quand c'est la nécessité. Rapport à la chance. En gros, là où on en est. Et, non, c'est pas fini. La conclusion, puisque les élus ne prennent pas l'initiative de déclencher les choses. En fait, la conclusion, c'est celle à laquelle on était arrivé. Et bien, ce conseil de presse, qui est l'instance de déontologie et de dialogue qui existe dans beaucoup de pays, dans une centaine de pays dans le monde, il y a ce qu'on appelle un conseil de presse, qui est donc une instance de déontologie et de dialogue. C'est-à-dire que c'est une instance sur laquelle qu'on peut interpeller quand quelque chose nous choque, et dire voilà, j'ai vu ça, c'est pas normal. Et il y a un dialogue qui se crée entre le média, le citoyen, en France, il n'y en a pas. Et la volonté politique n'est pas du tout d'en créer un. Et vu que la volonté politique n'était pas d'en créer un, on s'est dit, il faut qu'on crée un conseil de presse d'initiative citoyenne, comme son nom l'indique, un conseil de presse d'initiative citoyenne. Parce qu'à un moment, tous les cas qu'on a examinés ensemble, c'est que les cas qu'on nous a envoyés, nous, par mail ou quoi, ou des discussions, toutes les conclusions auxquelles on arrive. L'histoire de l'appel des indignés du PAF avec les 4 piliers, l'éducation aux médias, la transparence, tous ces éléments-là. C'est le fruit de réunions, en fait, et des réunions comme celle-là. Et c'est pour ça, j'applaudis la démarche du Café Chaplin d'organiser des rendez-vous où les gens échangent, donc j'espère qu'on va pouvoir échanger, les gens échangent, réfléchissent ensemble sur notre société, sur nous, sur notre place dans la société, sur ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, cette société, pour pas qu'on en arrive
à ces dérives qui font dire par exemple à un journaliste l'inverse spontanément, parce que son mécanisme intellectuel lui fait dire de toute façon c'est obligé, les gens disent ils rejettent les migrants. Mais non, c'est pas vrai. Justement, ils avaient besoin de solidarité et ils rejetaient les mécaniques de non-assistance à personne en danger parce que justement, ils étaient eux-mêmes confrontés à cette humanité qui fait que la détresse, on ne peut pas la laisser comme ça. Voilà. Et la détresse de notre société, elle est quand nous, les citoyens, eh bien, on ne prend pas les choses en main. Parce que tout ça, voilà, on a fait beaucoup de choses et les élus ne prennent pas les choses en main. Mais peut-être que nous, on ne s'est pas mobilisé vraiment, hein, ça c'est clair, il y a peut-être ça aussi. Mais dans tous les cas, continuer. Et donc on parlait avec Thierry et Philippe de faire quelque chose sur l'éducation aux médias, mais le temps de le préparer plus tard l'année prochaine. C'est des choses qui peuvent se mettre assez facilement en place. En fait, les journalistes en général, ils aiment ça de toute façon, parler de leur métier. Et puis, ça tient qu'à nous. Ça tient qu'à nous de se réunir, d'arriver avec des articles et d'en parler. Et de dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, et de se poser des questions. Il y a des outils qui existent pour réfléchir, mais il faut qu'à un moment on réfléchisse. Voilà.